êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing et bienvenue dans l'essentiel, l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place. Et depuis quelques mois, l'Europe est aux prises avec une crise énergétique sans précédent qui affecte tous les coins de l'Europe et continue de s'intensifier. Derrière la flambée des prix, devrait-on s'inquiéter d'une nouvelle crise économique de grande ampleur? Nous vous invitons à participer à nos débats en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Hiruzin et Monsieur Ouzessian, commentateur de CGTN. Bonjour. Bonjour. Et l'Europe est toujours lourdement affectée par le conflit en Ukraine. Les prix du gaz et de l'électricité ont monté en flèche en Europe. Nicolas, y a-t-il des améliorations de la situation depuis ? Oui, alors là, il va y avoir une réunion des ministres européens de l'énergie vendredi, mais déjà, la présidente du Conseil de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan pour l'énergie. Et dans son plan, donc, elle propose des solutions pour remédier à cette augmentation sans précédent du prix de l'électricité et du gaz. Alors déjà, une réduction de la consommation de l'électricité dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ça va se faire évidemment sur un certain long terme. C'est échelonné, c'est difficile d'arriver. Par exemple, on a prévu de diminuer de 15% la consommation de gaz d'ici mars 2023. Donc voilà, c'est sur au moins 6 ou 7 mois, c'est échelonné. Alors, on va voir si les pays peuvent réussir à atteindre cette réduction. Ça permettrait donc, en réduisant leur consommation, évidemment, d'un peu de combler cette augmentation des prix. Deuxièmement, il y aura aussi des taxes sur les super profits, comme on les appelle, de certaines entreprises énergétiques qui ont profité de la crise. Donc elles sont un peu critiquées en ce moment par les différents chefs d'État, notamment Emmanuel Macron ou le chancelier Scholz. Donc il y a ces entreprises devront participer, c'est celles qui gagnent beaucoup d'argent à cause de la hausse des prix de l'électricité, devront participer à l'aide donc aux entreprises plus petites ou aux ménages. Donc ça, c'est le troisième aspect, c'est l'aide aux ménages. On va continuer à essayer de limiter les prix au maximum pour que les ménages, les foyers européens puissent quand même supporter cette hausse énorme du prix de leur facture électrique. Donc les plans ont été créés au moins et comme vous dites, la crise énergétique en Europe pourrait montrer des signes d'apaisement. Le responsable de l'énergie de l'Union européenne a déclaré que le groupe avait déjà atteint ses objectifs de stockage de gaz 2 mois avant l'échéance de novembre. Et pendant ce temps, la Russie dit qu'elle ne fournira pas de pétrole aux participants au plafonnement des prix. Et la Maison-Blanche a déclaré plutôt que les ministres des Finances du groupe des 7 discuteraient d'un plafonnement des prix du pétrole russe lors de leur réunion vendredi. Un grand soupir de soulagement ici à Bruxelles et sans doute dans d'autres capitales européennes alors que l'Union européenne a rempli ses réserves de gaz à 80% de sa capacité, 2 mois plus tôt que prévu. L'histoire de la précipitation de l'Europe pour s'attaquer à la crise de l'énergie au cours des derniers mois a été un mélange de marchés volatiles, de pénuries russes, de représailles et de difficultés techniques imprévues. Cela n'a certainement pas été une tâche facile pour les gouvernements européens désireux de protéger leurs citoyens contre l'augmentation des factures énergétiques. 10 pays qui ont dépassé individuellement la barre des 80%, la Pologne et le Portugal remplissant 100% de leurs réserves de gaz. Il est important de dire que la capacité de stockage varie assez considérablement. L'Allemagne a par exemple plus de 80 fois plus de capacité de stockage que le Portugal. 6 autres pays sont sur le point d'atteindre 80% en novembre, ce qui signifie que plus de la moitié des États de l'Union européenne sont en avance ou dans les délais. Cependant, cela signifie que l'Europe dispose d'un filet de sécurité en cas d'urgence plutôt que d'une solution complète à la crise énergétique. Certains pays sont encore à la traîne, notamment la Bulgarie et la Lettonie, et 9 pays, dont la Finlande, l'Irlande et la Grèce, n'ont pas de capacité de stockage à proprement parler, s'appuyant sur des accords de solidarité avec d'autres États de l'Union européenne. D'où l'importance de cet objectif de 80% à l'échelle du groupe des 27, bien que cela ne signifie en aucun cas la fin de la crise énergétique, cela signifie au moins que l'Europe dispose d'un filet de sécurité pour passer l'hiver. Monsieur Wu, selon vous, est-ce que la crise est principalement causée par la rupture de livraison du gaz russe? Évidemment, c'est la principale cause, mais cela montre également que
l'Europe n'était pas du tout préparée à ce genre de situation. Bon, mais je pense que c'est quand même logique, hein. Le cas de l'Allemagne est typique. L'Allemagne comptait s'appuyer sur le gaz russe. C'est tout à fait naturel, c'est logique, puisque c'est très facile d'acheminer par les deux gazoducs du gaz russe vers l'Allemagne. Alors dans ce cas, pourquoi chercher autre solution? Bon, maintenant, c'est une autre histoire. C'est une histoire de géopolitique, une politique vis-à-vis de la Russie qui a entraîné cette crise. Bon, alors cette crise, devant cette crise, évidemment, l'Europe est en train de voir comment changer la politique d'approvisionnement du gaz. Bon, alors, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon. Dans le cas de l'Allemagne, l'Allemagne s'appuyait sur le gaz russe. Maintenant, il faut trouver d'autres fournisseurs. En plus, sur le plan de développement énergétique, je crois que l'Allemagne était hostile à l'énergie nucléaire. C'était le cas, ce n'est pas le cas de la France, hein. Bon. Mais même pour la France, le nucléaire qui fournit la quantité principale d'énergie n'est pas totalement suffisante, je crois. Bon, il faut quand même penser à autre chose. Bon, le cas de l'Allemagne n'est pas unique, hein. Je crois que certains d'autres pays européens se trouvent dans la même situation. Voilà. Donc, il faut voir les choses de façon logique, c'est-à-dire que ce n'était pas la faute de quelqu'un de ne pas avoir préparé à cette situation. Voilà, cette situation est due à une autre dimension sur le plan géopolitique. C'est vrai que maintenant les Européens ont préparé 90% de stock pour passer l'hiver. Bon, mais est-ce que cela suffit? Parce que d'après les spécialistes, 90% de stock peut permettre aux Européens de tenir 3 mois. Mais c'est ce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'on peut passer l'hiver au chaud en Europe? Justement, le président Macron a demandé aux Français de faire preuve de sobriété, justement. Voilà. C'est non seulement pour les secteurs industriels, mais surtout pour la vie quotidienne des gens. On va parler de ce plan de sobriété tout à l'heure. Et Nicolas, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a quand même la raison de parler d'une absence de stratégie énergétique en Europe? Oui, alors il y avait différentes stratégies, hein, M. Wu l'a bien dit, hein, l'Allemagne qui dépendait beaucoup du gaz russe, la France beaucoup moins, hein, elle dépendait par exemple plus du gaz provenant de Norvège, hein, autour de 37% par rapport à environ 17%, et certains pays, surtout en Europe de l'Est, dépendaient quasiment à 100% hein, donc du gaz russe. Donc c'est vrai que ça dépend, plus on est proche de la Russie et plus on va dépendre de son gaz. Alors, la stratégie de l'Allemagne de sortir du nucléaire, la France aussi s'est posé la question. C'est vrai que nous, on est un pays fort producteur d'électricité grâce à ce domaine nucléaire, à ces centrales nucléaires. Mais alors beaucoup sont à l'arrêt, et c'est ça aussi un des problèmes. Il y a une trentaine de centrales nucléaires en ce moment à l'arrêt en France, qui doivent être qui sont en maintenance, qui sont en réparation, il doit y avoir des agents de surveillance. Enfin, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que là, le président Macron a poussé vraiment l'EDF à faire tout son possible pour rouvrir les centrales nucléaires le plus tôt possible afin d'amener de l'électricité pour cet hiver, pour chauffer les foyers, les ménages, au cas où évidemment les réserves de gaz ne seraient pas suffisantes. Donc on va voir, ça dépend aussi évidemment des températures de l'hiver. Plus l'hiver sera froid et plus on va devoir dépenser du gaz. Donc une stratégie, oui, c'est une stratégie à revoir, mais en fait ça fait longtemps qu'on doit revoir la stratégie énergétique en Europe. On doit moins dépendre des hydrocarbures, et ça fait longtemps qu'on dit qu'on doit modifier, changer de paradigme énergétique et se tourner vers les énergies renouvelables beaucoup plus que... Et là, on est pris au dépourvu. Je dirais que c'est parce que ça on a perdu du temps. Le développement de l'énergie verte. Voilà, ça va. Je pense, si on est positif, on peut espérer qu'en fait, ce soit un électrochoc qui pousse un petit peu l'Europe et peut-être le monde de manière plus générale à se tourner davantage vers les énergies renouvelables et beaucoup moins vers les énergies fossiles qui sont quand même
responsable du réchauffement climatique. Et on a vu un peu avec les sécheresses et les incendies cet été, à quel point c'est une urgence aussi. Pour cet hiver, cette urgence, il y a une nécessité pour l'Europe de diversifier ses sources d'approvisionnement et c'est pour ça que les dirigeants européens sont tous sur les fronts de trouver des nouveaux partenaires, comme vous avez dit tout à l'heure, les importations en provenance de Norvège, d'Azerbaïdjan, d'Algérie ou du Qatar. Est-ce que cela suffira à remplacer les livraisons russes? Alors oui, Algérie, Norvège, donc déjà sont déjà des grands exportateurs de gaz. Il ne faut pas oublier non plus les États-Unis qui produisent à partir du gaz de schiste, qui produisent du GNL, le gaz naturel liquéfié. Mais alors dans ce cas-là, il faut les emmener par bateau, par méthanier, et il faut des terminaux spéciaux pour regazifier en fait, puisque le gaz liquide doit être regazifié pour être utilisé. Et ça demande des infrastructures, un gros investissement. Et tous les pays ne sont pas tous prêts à recevoir en fait ces bateaux méthaniers. La France peut, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que les États-Unis peuvent, avec cette livraison de GNL, peuvent compenser une grosse partie du gaz russe qui manque. Il faut dire aussi que la part du gaz russe dans l'énergie européenne, qui était de 10% environ, a chuté à 2,5%. Donc on voit déjà, l'Europe est déjà face à cette pénurie du gaz russe et elle est en train de travailler, donc oui, avec des partenaires comme l'Algérie, le Qatar aussi, ou la Norvège, mais il y a une limite aussi à leur production, donc c'est ça qui est un peu difficile aussi, et évidemment il faut l'acheminer le gaz. Et comme M. Wu l'a dit, c'est vrai que c'est plus facile d'acheminer par des gazoducs directement qui traversent l'Europe. Donc là, effectivement, il y a des difficultés techniques, donc c'est en train d'être travaillé, d'être une sorte de remise un petit peu à plat du système. Ça va prendre du temps. Donc, est-ce que ça sera suffisant? C'est la grande question. Je l'ignore personnellement, j'espère. J'espère que ça sera suffisant. On va voir. Et Monsieur Wu, pour vous, selon vous, est-ce que l'Europe en souffert vraiment de cette situation comme on imaginait? Est-ce que l'Europe reste à court terme dépendante de la Russie? À court terme, l'Europe souffre énormément, ça c'est sûr. Même si aujourd'hui l'Europe a déjà réalisé 80% du stock. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut permettre aux Européens de tenir 3 mois seulement. Bon. Et puis Nicolas a évoqué tous les aspects techniques pour remplacer le gaz russe. D'abord, la productivité des autres fournisseurs. Le Norvège, par exemple, c'est un pays européen producteur du gaz. Mais le Norvège, ne peut pas tout seul combler le trou. Il faut voir d'autres fournisseurs plus loin. Et les autres fournisseurs, il ne peut pas augmenter du jour au lendemain une quantité énorme de production. Il faut aussi améliorer ou construire de nouvelles installations de production. Bon. Et puis, il y a aussi l'aspect d'acheminement. Nicolas a parlé des bateaux qui transportent du gaz naturel liquéfié. Bon. Avec le gaz russe, on s'appuie sur les gazoducs. Mais les bateaux, le nombre est limité. Aujourd'hui, on a déjà constaté le prix de location des bateaux a beaucoup augmenté. On a dit que c'est plus que doublé. Et puis, comme le nombre des bateaux spécialisés est limité, et on a tendance à demander la construction de nouveaux bateaux. Il paraît que maintenant, le prix de construction d'un nouveau bateau a aussi augmenté. D'ailleurs, le plus grand constructeur de ce genre de bateau, qui est la Corée du Sud, ne peut plus recevoir avant 2027 de nouvelles commandes, parce qu'il y a tellement de commandes. La capacité de construction est limitée quand même. Donc vous voyez, à court terme, on ne peut pas résoudre tous ces problèmes d'un seul coup. Il faut certainement serrer un peu les ceintures. La sobriété, comme le président Macron a dit. Et malheureusement, la fermeture des vannes est officielle. L'entreprise russe Gazprom a coupé le robinet du gaz au fournisseur français Engie, une annonce faite mardi dernier par le géant gazier. Le groupe français, lui, dit ne pas s'inquiéter, tandis que le gouvernement tente de rassurer les Français. Les précisions de nos correspondants Hélène Masquière et Marc Chady-Seman. La nouvelle est tombée mardi. En soirée, le géant russe Gazprom annonce la suspension totale de ses livraisons de gaz au groupe français Engie, et ce, dès jeudi 1er septembre. En cause, le non-paiement par ce dernier de l'intégralité des livraisons effectuées au mois de juillet.
Gazprom Export a notifié Engie d'une suspension complète des livraisons de gaz à partir du 1er septembre 2022 jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons. Déjà fortement réduit depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février, les volumes de gaz russe livrés par l'entreprise russe à Engie représentaient un peu moins de 4% du total de ses approvisionnements, soit 1,5 TWh avant la coupure. Un scénario qui avait été anticipé par le groupe français. Dès juillet, Engie disait avoir largement réduit sa dépendance au gaz russe. Du côté du gouvernement, on dédramatise aussi la situation. La veille, la première ministre française, Elisabeth Borne, s'est voulue rassurante. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. Ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec 2 mois d'avance. Nos voisins européens sont également bien avancés. Nous avons renforcé et diversifié nos approvisionnements en gaz en provenance d'autres pays. Un conseil de défense sur la crise énergétique s'est tenu ce vendredi à l'Elysée. Une réunion destinée à définir l'orientation du gouvernement pour faire face à cette pénurie d'énergie. L'exécutif a promis que la solidarité européenne serait renforcée avec une augmentation des échanges d'électricité et de gaz avec l'Espagne et l'Allemagne. Mais pour passer l'hiver, le gouvernement mise avant tout sur la sobriété. L'objectif, réduire de 10% notre consommation d'énergie. Et pour cela, il en appelle à la mobilisation générale des Français. Et le président français Emmanuel Macron a annoncé un plan de sobriété énergétique au niveau industriel. Nicolas, est-ce que cela concerne-t-il aussi les particuliers? C'est-à-dire que tous les Français, voire tous les Européens, vont adopter désormais un comportement de sobriété? Eh oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est sur 3 niveaux déjà. Donc déjà, premièrement, toutes les administrations officielles, gouvernementales, déjà vont devoir réduire leur consommation d'électricité. Ce qui veut dire donc baisser la climatisation ou éviter que le chauffage soit trop élevé, notamment dans les couloirs par exemple. Donc ça c'est une chose, les administrations. Ensuite les entreprises également on va les amener, leur demander de faire des efforts aussi pour réduire leur consommation d'électricité. Et puis aux ménages aussi, on va demander un effort collectif. Donc là cette fois-ci aussi on va demander directement aux ménages de faire des efforts. Alors là, c'est des efforts, c'est des petites choses, vraiment, c'est fermer les fenêtres, surtout quand il y a la climatisation, fermer les fenêtres. On va dire baisser votre climatisation, ne la faites pas fonctionner si la température est de moins de 26 degrés, par exemple. Essayez de chauffer les maisons à 19 degrés, voilà, donc toutes ces petites choses. Éviter aussi pour les prises, on essaie d'enlever tous les appareils électriques qui sont connectés à des prises. Donc, j'ai l'impression que c'est des morceaux de scotch qu'on met un petit peu pour éviter, pour qu'au final, si tout le monde s'y met, en fait, l'idée c'est que si tout le monde, il y a une sorte de solidarité, si tout le monde se fait des efforts, là, il y aura une consommation d'électricité et donc ça va aider à faire baisser les prix et éviter donc d'avoir aussi des stocks à sec. Donc voilà, c'est un peu tous ces efforts qui sont demandés aux Français et aux Européens en général, puisqu'en fait tous les pays d'Europe ont demandé à peu près les mêmes choses. Par exemple aussi pour les éclairages, on peut parler des éclairages en Espagne ou en Allemagne où on demande aux bâtiments commerciaux d'éviter d'éclairer les vitrines le soir, les panneaux publicitaires aussi, on doit les éteindre, voilà, fermer les portes aussi des grands magasins. Voilà, et lorsqu'on regarde de plus près, on a l'impression que c'est une préconisation de l'écologie. Mais le plus important, c'est de ne pas tomber dans les grands rationnements. Monsieur Hu, quels seront les impacts sur ces industries concernées, puisque premièrement, c'est au niveau industriel que ce sera impacté? Il n'y a pas que les secteurs industriels qui sont affectés. Lorsqu'il y a le manque d'énergie, l'agriculture est affectée aussi. Il ne faut pas penser que les plantes poussent comme ça sous le soleil. Il faut utiliser les machines agricoles. Il faut transporter les produits agricoles ailleurs, commercialiser. Mais tout ça, cela nécessite de l'énergie. Bon. Et puis le service aussi. Le service, alors lorsque vous allez dans un restaurant, il faut que les cuisiniers préparent le plat avec de l'énergie, justement. Il faut chauffer les plats, il faut cuire. Bon. Lorsque vous voulez voyager, il y a le transport, le TGV, votre voiture, il consomme de l'énergie. Et les secteurs industriels, évidemment, c'est très important. Parce qu'on dit souvent,
si on mesure la situation économique, il y a un critère, c'est l'indice de consommation de l'électricité. Plus on consomme, plus on dit, bon, maintenant, toutes les usines tournent, c'est bon, voilà, c'est un bon signe, etc. Mais si on veut réduire délibérément la consommation de l'électricité, évidemment, tous ces secteurs industriels sont affectés. Ils ne peuvent plus produire autant qu'ils veulent. Bon, ce serait certainement quelque chose de néfaste pour l'ensemble des activités économiques. Bon, donc, non seulement les secteurs industriels, mais aussi toute la vie économique est affectée. Ça, c'est un constat évident. En plus, il faut rappeler le contexte. On vient de reprendre l'économie juste après la Covid-19. Et donc, Nicolas, pensez-vous que ces précautions et ces mesures préventives en France seront-elles suffisantes pour éviter de grands rationnements, voire l'économie en général ? Si on regarde déjà un peu plus loin, on voit que les prix de l'électricité et de l'énergie en général avaient vraiment augmenté suite à la sortie de l'épidémie de Covid-19. Parce qu'il y avait une reprise de l'économie mondiale, une forte demande. Donc, qui dit forte demande dit augmentation des prix. Donc déjà, on était dans cette tendance-là en 2021. Sur ce, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a débuté en 2022. Et là, du coup, avec l'arrêt de beaucoup d'exportations d'énergie en provenance de Russie, les prix ont encore grimpé. En vrai, c'est une tendance qui était déjà là avant. Donc malheureusement, là, on voit les prix qui ont été multipliés par 10 pour le prix de l'électricité. Donc c'est vrai que pour certaines entreprises, certains secteurs, c'est extrêmement difficile. Il va falloir vraiment repenser un peu la manière dont on utilise l'énergie, quel genre d'énergie on utilise. Je reviens encore toujours à ça, à redévelopper les énergies renouvelables. C'était une urgence climatique, une urgence environnementale, ça devient une urgence économique. Donc maintenant, on est comme poussé au bord de ce précipice, et maintenant, c'est comme si on n'avait plus le choix. Donc, moi, je pense que d'un mal, on peut en sortir un bien. Donc, en fait, qu'il y ait une prise de conscience mondiale à l'échelle des entreprises, des gouvernements, et à l'échelle aussi individuelle, où on se dit, on ne peut plus maintenant, ce système-là ne fonctionne plus. Il y a des problèmes, ces énergies sont trop chères, elles polluent, elles coûtent à la planète et à la santé des gens, il faut trouver autre chose. Mais évidemment, ça va être un peu long à changer. Il va falloir peut-être, avec la sobriété justement dont on parle en ce moment, peut-être limiter un peu la consommation d'énergie à tous les niveaux. Malheureusement, ça pourra entraîner une certaine récession économique, c'est vrai. Peut-être des plans sociaux au niveau des entreprises qui, en perdant leur productivité, vont perdre aussi de l'argent et donc ne pourront pas payer assez bien leurs salariés. Et donc c'est un effort aussi, les gouvernants doivent aider les foyers les plus modestes, ils doivent continuer à aider pour pas que la facture électrique devienne insupportable et que ça pourrait créer des crises sociales extrêmement fortes, comme on voit déjà en Grande-Bretagne, où certaines personnes refusent de payer leur facture électrique. Et c'est malheureusement toujours les plus modestes qui vont être impactés le plus. Donc il y a un gros chantier, je pense qu'on y reviendra, on fera d'autres émissions là-dessus, parce que c'est vraiment une tendance forte là, pour les années à venir. Et ça va forcément impacter la vie de tous les Européens. Monsieur Wu, est-ce que vous pensez qu'il faut s'inquiéter pour une nouvelle crise économique de grande ampleur en Europe ? Je crois qu'on s'inquiète déjà. C'est déjà un fait ? Selon les statistiques de l'Union européenne, déjà pour le mois d'août, l'inflation, c'est... l'inflation pour la zone euro. Pour la zone euro, c'est 9,1%, un nouveau record historique. Pour 9 pays parmi les 19 pays membres de la zone euro, l'inflation c'est plus de 2 chiffres. Et puis pour les 3 pays baltes, l'inflation c'est plus de 20%. Donc tout ça à cause justement de ce problème de l'approvisionnement du gaz. Et selon l'agence d'évaluation Fitch Rating, si la Russie coupe complètement la livraison du gaz par les gazoducs, et puis il y aura la récession économique en Europe. Et certains pays comme l'Allemagne et l'Italie seront fortement touchés. Et puis même pour la France, le ministre français des Finances et de l'économie a dit que ce serait un gros défi pour la France, pour l'économie française, le manque d'approvisionnement de l'énergie. Donc
le gaz naturel, ce serait un facteur déterminant pour la croissance économique de la France pour l'année prochaine. Bon, donc il faut résoudre le problème rapidement, mais comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas facile, ça prend du temps. Et puis ça coûte cher aussi, il faut investir énormément. Nicolas a évoqué l'aspect de la construction des terminaux spécifiques pour recevoir le gaz naturel acheminé par les bateaux. Donc tout ça, c'est pas facile. Ça prend du temps et ça coûte cher. Surtout que l'État déjà dépense beaucoup d'argent pour aider les ménages en limitant les prix de l'électricité ou de l'essence. Donc on en revient à des équations un peu compliquées à gérer. D'un côté, l'État doit dépenser beaucoup, en même temps, il a plus d'argent, il n'a plus de rentrée, donc c'est un peu difficile. Ouais. Et puis les habitants doivent dépenser, les particuliers doivent dépenser plus aussi pour l'électricité, et en même temps, l'économie va plutôt mal. Donc voilà, c'est double crise. Les activités économiques sont ligotées à cause du manque de l'énergie. Donc le choc est certainement douloureux pour le gouvernement et la population. Reste à voir comment vivent les Européens de cette situation et comment évoluera la stratégie énergétique européenne. Et merci Monsieur Wu et merci Nicolas pour votre partage. Et c'est la fin de cette émission. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle édition de l'Essentiel.